C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu lui quand même qui m'a donné le virus. Au départ, j'étais un peu comme vous tous. J'étais rentré dans cette école pour devenir ingénieur. Je devais faire un service au titre du contingent scientifique pour informatiser l'aéroport de Koweït. Et les accidents de la vie étant ce qu'ils sont, j'ai rencontré mon épouse, je suis resté là. Et en fait, la tombe m'a donné ce virus de la recherche, mais il m'a donné ça en 3e année de l'école. Ce qui fait que, après, je suis rentré, la thèse, le CNRS, voilà. Et j'ai déroulé un certain nombre de choses, effectivement. Bon, assez parlé de moi. Mais je me rends compte, par contre, que d'habitude, j'ai un cartouche, là, à gauche, où je remercie le CNRS. Donc, je le remercie, le CNRS, puisque c'est enregistré. Et c'est vrai que je suis au CNRS le jour et la nuit, je suis plutôt à la FIA. Alors la FIA, c'est l'Association française pour l'intelligence artificielle. Et je ne suis plus du tout à Ensigma, mais je garde un œil. Voilà. Donc, merci Nathan pour l'invitation. Donc, je vais vous faire un panorama de l'IA, mais le panorama que je vais vous faire, il résulte d'un certain nombre d'observations, c'est-à-dire, vous, normalement, l'IA, il y a ce que vous entendez par la presse, comme tout le monde. Donc ça, face à une audience qui n'entend que la presse, j'ai un discours. Après, il se trouve qu'on a un président là qui croit beaucoup à l'IA, mais enfin, il croit beaucoup à l'IA parce que le précédent a été forcé à s'intéresser à l'IA, et le précédent a été forcé à l'IA parce que Obama avait un conseiller spécial en intelligence artificielle, et Obama a publié un livre blanc sur l'IA. Et donc tout le buzz actuellement, c'est grâce ou à cause du conseiller d'Obama qui était spécialiste d'intelligence artificielle. Donc là, on a un président qui en veut beaucoup pour plein de raisons. Et donc, comme on a un président qui est quand même assez orienté économique, le côté social reviendra peut-être un jour. Mais sur le côté économique, il a un peu tout compris sur l'IA. Et en fait, en tous les cas, à court terme, il voit bien ce que ça fait. À moyen terme, j'espère qu'il le voit, et à plus long terme, je ne suis pas sûr. Donc ça, c'est... Voilà, donc il y a un discours que je tiens aussi face aux entreprises. Donc jeudi, il y avait le 10e colloque à l'IMT. Donc l'IMT, c'est l'Institut Mines Télécom. C'est là où vous n'avez pas voulu aller parce que vous avez préféré aller à l'ENSIMAG. Moi, c'était mon cas en fait. J'aurais pu aller à l'IMT et bon, je suis allé à l'ENSIMAG, c'est comme ça. Et à ce colloque, donc, il a été entièrement enregistré, donc vous allez le retrouver les 8 heures sur YouTube. Hein, allez-y, enfin voilà, c'était le titre, c'était l'IA au cœur du développement des entreprises. Et donc, on a parlé de ça pendant toute la journée. Alors, c'était aussi la pub pour l'IMT. Hein. Bon. Donc ça, c'est un deuxième discours. Et puis, après, il y a le discours plus scientifique sur mon domaine de recherche. Alors, je ne vais pas vous le faire ce soir. Mais néanmoins, je glisserai un slide à la fin sur ma recherche. Parce que j'espère bien que, tout comme la tombe m'avait donné le virus, j'espère pouvoir propager le virus et que vous aurez envie, et pourquoi pas, de faire un projet de 3e année, voire une thèse avec moi. Voilà. On peut toujours rêver. Hein. Mais il faut voir que l'IA, c'est un temps long. Alors, c'est un temps long, si on fait un retour sur le passé. Alors, ça, c'est en 60 ans. C'est un slide pour 60 ans d'IA. D'accord ? Donc, je vous passe sur tout ce que vous allez retrouver sur Wikipédia et autres sur la naissance de l'IA. Vous avez peut-être vu le film qui met en scène Alan Turing. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est vraiment bien. Et donc, je vais faire un certain nombre de flashs pour essayer de vous recadrer sur c'est quoi l'IA. D'accord ? Alors, l'IA, et ça c'est très Turing-like, le mot intelligence, c'est l'imitation du comportement humain. D'accord ? Quand on dit imitation du comportement humain, c'est essentiellement une imitation vue de l'extérieur.
ça ne veut pas dire vu de l'intérieur. D'accord? C'est-à-dire c'est faire avec des machines des choses que l'homme sait faire, et au moins apparemment à ce que ces systèmes puissent faire ce que l'homme sait faire. Le artificial, à l'époque, au départ, c'était essentiellement l'usage de l'informatique et de l'électronique. Alors, les limites, c'est que jamais il n'a été dit que l'IA, le transhumanisme dont on entend un peu trop parler aussi par les temps qui courent, le transhumanisme, c'est comment l'IA peut aider l'homme à dépasser l'homme. D'accord ? C'est un autre sujet, puisque nous, en fait, côté IA, tout ce qu'on cherche, et c'est déjà pas simple, c'est d'essayer de reproduire le comportement humain. D'accord ? C'est pas de... Alors si on met... Donc là, vous avez forcément entendu parler du test de Turing ou des choses comme ça. Test de Turing, donc vous mettez une machine et un humain dans deux pièces séparées, et puis vous discutez avec eux. Et quand vous n'êtes plus capable de faire la différence entre qui est l'homme et qui est la machine, c'est que la machine a atteint le niveau de l'homme. Okay, donc c'est ça le test de Turing. Donc il ne s'agit pas de faire des surhommes. Parce que si on fait des surhommes, après on va être obligé de faire des machines qui seront à l'égal des surhommes. Donc c'est encore un autre problème. Mais de toute façon, ce n'est pas le but. Autre chose aussi, c'est que il y a eu beaucoup d'opposition, en particulier à Grenoble, à la naissance de l'IA. C'est que l'IA, j'ai envie de dire, c'est une certaine façon de voir l'informatique aussi. Alors en étant assez provocateur ou réducteur, en Allemagne, l'intelligence artificielle, pour les Allemands, c'est très clair, c'est la moitié de l'informatique. Donc on va en reparler. Il y a des fois, quand on regarde des articles de presse, on a l'impression que l'IA, c'est le deep learning. Ou l'IA, c'est data science. Que l'IA, c'est ce que vous voulez. Enfin bon, voilà. Donc c'est assez imprécis tout ça. Alors en réalité, petite anecdote, mais ça c'était avant moi, donc je suis vieux, mais il y a encore plus vieux. En fait, quand les Américains ont inventé l'informatique, au début ils voulaient appeler ça Informatics, avec un CS à la fin. Et il se trouve qu'à l'époque, il y avait une société qui s'appelait Informatics avec un X. Et comme la discipline pouvait difficilement être créée sur la base d'une entreprise qui existait, ils ont décidé de ne pas utiliser ça. Alors nous, Européens, on a dit, c'est pas grave, nous on va faire informatique, il n'y a personne, ça gêne personne. Et ils se sont un peu gratté la tête. Et en fait, ils se sont gratté la tête et ils ont hésité pendant longtemps entre computer science et data science. Sauf que au début de l'informatique, il n'y avait pas les ordinateurs. Donc leur vrai problème au départ, c'était de dire, il faudrait déjà qu'on ait les ordinateurs. Si on a les ordinateurs, un jour après, on pourra faire du data science. Okay. Mais dans l'esprit anglo-saxon, le data science et le computer science, d'un point de vue natif, c'est la même chose. Après, les histoires de big data. Bon, big data, ça vient des gens qui viennent des bases de données. Les bases de données, ils ont commencé à faire des bases de données. Après, ils ont fait des grandes bases de données. Après, ils ont fait des très grandes bases de données. Après, ils ont fait des méga données. Et là, on est dans le big data parce que c'est finalement l'extrapolation due à Internet et autres. Ce qui est sûr, c'est que plus vous avez des données, et même si vous avez les meilleurs ordinateurs du monde, à un moment donné, il y a toujours un problème de complexité qui fait que l'être humain il est un peu impatient et attendre 2 jours pour avoir les résultats, c'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce que font les gens des bases de données? Ils se disent, on va essayer d'accélérer les traitements et autres. Donc en fait, ils rajoutent des heuristiques. Et à partir du moment où on commence à rajouter des heuristiques, on commence à faire de l'IA. Parce que les heuristiques, c'est des connaissances qui viennent du domaine, c'est des connaissances qui peuvent être liées au calcul qu'on va faire. En tous les cas, c'est une manière de réduire la complexité tout en gardant en fait tout le potentiel de l'information qu'il y a dans les données. D'accord ? Donc c'est essayer de faire un échantillonnage intelligent. Donc voilà, alors à un moment, le matériel court après les algorithmes, le logiciel court après le matériel. Là, actuellement, j'ai envie de dire, on est dans une situation où, je dirais par rapport à moi, quand j'ai commencé, maintenant on a tout ce qu'on veut comme données et on a à peu près tout ce qu'on veut comme
calcul, puissance de calcul. Des choses assez amusantes, c'est que quand vous regardez sur les histoires de logiciels, d'un point de vue recherche, ceux qui sont les plus avancés ou qui publient le plus, c'est surtout le monde de l'Ouest, enfin le Western World. Par contre, si vous regardez, moi ça m'amusait beaucoup quand j'étais étudiant de regarder, il y a un top ranking des 10 ordinateurs les plus puissants au monde. Vous allez trouver ça sur Internet quelque part. Bah, actuellement, les 10 ordinateurs les plus puissants, c'est les ordinateurs chinois. Et l'ordinateur le plus puissant, c'est un ordinateur chinois, donc, mais c'est pire que ça, tous les composants de l'ordinateur sont chinois. Donc effectivement, de temps en temps, aux États-Unis, ils s'inquiètent que le déploiement de la 5G par Huawei aux États-Unis, ça puisse être éventuellement intrusif. Et éventuellement aussi, ils s'inquiètent de la production d'ordinateurs qui est délocalisée en Asie du Sud-Est, parce que quelque part, c'est sûr que les Américains, eux, ils ont le monopole, j'ai envie de dire, des adresses Internet. Donc du jour au lendemain, ils peuvent déconnecter toute la planète. Mais les Chinois, eux, ils ont un autre pouvoir, c'est qu'ils peuvent un peu détruire tous les ordinateurs. Donc il y a ces deux conflits. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'en fait, l'IA aussi, elle est née de deux courants. C'est-à-dire, il y a le courant de l'Ouest, enfin Western World. Le Western World, c'est les Américains qui en fait ont mélangé ça aussi. Au début de l'IA, les chercheurs en IA travaillaient beaucoup avec des écrivains en science-fiction. Donc il y a eu en fait un enrichissement mutuel, ça a beaucoup poussé. Et à côté de ça, les Américains, qu'ils soient anglophones ou francophones, ou leurs origines, elles sont quand même toutes européennes. Et nous, Europe, en fait, toute notre vision de l'IA est très orientée sur la logique, sur la rationalité, sur la capacité effectivement d'avoir des raisonnements, des décisions. Donc c'est une approche très aristotélicienne où en fait qui est centrée sur l'individu, sur ce que l'individu peut faire, va faire, pourquoi il le fait, quels sont ses buts, comment il va économiser, tout ça. Et donc c'est une version qui est très centrée individu. Alors ça vous échappera pas que après vous avez tous vos personal computers, vous avez tous vos téléphones mobiles. Et ça c'est voilà, c'est comme ça, c'est le monde de l'Ouest. Dans le même temps, en Chine ou au Japon, quand ils ont commencé l'IA, eux, ils ne sont pas partis dans cette direction. Ils sont partis dans la direction, en fait, des réseaux de neurones. Pourquoi? Alors, c'est lié à... C'est une autre conférence que je pourrais vous faire, mais en réalité, ce qui est intéressant pour les Chinois en particulier, c'est le collectif. L'individu en lui-même ne compte pas vraiment. Ce qui est important, c'est le collectif. Et en fait, quand nous, chercheurs de l'Ouest, on se focalisait sur essayer de faire des systèmes d'IA de plus en plus intelligents, individuellement, eux, ils sont toujours intéressés à essayer de faire des collectifs de plus en plus intelligents. D'accord? Et c'est pas très étonnant, si vous voulez, que ces supercalculateurs, maintenant, ils soient tous chinois, parce qu'en fait, eux, ils pensent comme ça, quoi. Ils pensent distribuer. Ils pensent... Bon. Donc, alors, des fois, quand nous, on regarde ce que les Chinois font de l'IA, on se dit, oula, ils sont complètement cinglés. Maintenant, si vous êtes chinois et que dans leur système, c'est assez normal ce qu'ils font. Et pour eux, c'est normal. Et probablement, quand eux, ils regardent ce que nous, on fait de l'IA, ils disent, oula, ils sont complètement cinglés. Okay. Alors, probablement, la vérité, elle est, comme d'habitude, elle est au milieu, quoi. Hein. Mais le milieu, il faudrait quelqu'un qui soit capable de comprendre non seulement la pensée aristotélicienne, mais en plus Confucius et tout ça. Enfin, bon, c'est compliqué. La dernière chose donc, ces deux approches, là, cognitivisme et connexionnisme, c'est juste pour vous dire,
probablement ce que vous allez avoir ici, c'est normalement, au début, c'est surtout du cognitivisme. Il se trouve qu'il y a toujours des balanciers, et ça c'est ce que je mets à la fin, il y a des cycles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on focalise sur l'individu, puis quand on n'arrive plus à avancer sur l'individu, on focalise sur le collectif. Donc là, on est en train de focaliser sur le collectif parce que Yann Lequin, là, vous avez probablement entendu dans la presse, c'est un Français qui avait fait sa thèse à Paris avec Françoise Fogelman-Soulier, donc qui actuellement maintenant est responsable de la recherche à Facebook. Mais Yann Lequin, il y a une petite dizaine d'années, dans sa thèse, il a eu une idée d'optimiser un certain nombre de choses sur des réseaux de neurones. Et il se trouve que sur un cas particulier, il y a une base de données qui s'appelle ImageNet, qui est une base de données qui fait foi, j'ai envie de dire, pour tout ce qui est analyse d'images. Et en fait, il a été, avec d'autres, dans les premiers à ce que ces systèmes d'intelligence artificielle performent mieux que l'homme sur la reconnaissance de chats dans une image. Okay. Alors, il y a eu un engouement terrible, parce qu'en plus, c'était vraiment la première fois que pour une tâche particulière, la machine faisait mieux. Alors c'est un peu faux, parce que dans le même temps, il y a longtemps que le champion du monde du jeu de dames, c'est un ordinateur. Il y a longtemps que le champion du monde aux échecs, c'est un ordinateur. Donc il y a déjà plein de choses où le pauvre être humain, qui lui, d'année en année, ne progresse que très lentement. Donc c'est vrai que sur un certain nombre de niches, petit à petit, on se fait bouffer. D'accord ? Donc voilà. Donc moi je fais partie de l'aventure depuis 30 ans, enfin depuis... Ouais. 37 ans. My goodness. 37 ans, mais ça existe depuis 60 ans. Et puis, j'ai envie de dire, ça progresse chaque année, quoi. Donc, ce qui est un peu inéluctable, si vous voulez, c'est que les systèmes d'IA sont chaque année de plus en plus performants, à une vitesse, c'est pas en train de s'accélérer, si vous voulez, c'est assez régulier, à l'aune des efforts qui sont mis dans la recherche. Et pendant ce temps-là, l'homme, lui, il plafonne, voire quand il ne régresse pas. Parce que j'ai entendu hier à la radio qu'ils avaient comparé à l'école les capacités des enfants à faire des multiplications, des divisions et tout. Il paraît que le taux d'enfants qui sont capables de faire des multiplications, des divisions a sacrément chuté depuis 20 ans. Bon. Donc nous, on n'est pas forcément sur la bonne pente. Alors en plus, il y a cette histoire de médias. Moi, il y a 30 ans, on n'était pas pollué par les médias tels qu'on l'est actuellement. Mais par contre, je me nourrissais violemment de science-fiction. Donc ça a peut-être eu son impact aussi. Et par contre, je veux bien vous faire comprendre quelque chose par rapport à ce qui se passe au niveau du cinéma. Il y a très longtemps, enfin, quand Jean-Claude Latombe est retourné aux États-Unis, un de ses projets, ça a été, tout de suite, on va essayer de faire des caractères virtuels, parce que quand Harrison Ford décédera, mais si on a un modèle d'Harrison Ford et qu'on a un avatar et qu'on peut mettre le modèle et tout, on pourra continuer à faire jouer Harrison Ford après sa mort. Ça, donc il y a déjà 30 ans des contrats avec Disney pour faire comme ça. Vous voyez, donc ça va loin. Hein, donc c'était il y a 30 ans. Maintenant, quand vous regardez Avatar ou je ne sais pas quoi, il y a un premier écueil, c'est que souvent, on vous présente ça en disant « ça, c'est un système d'IA ». Alors, le propre du spectateur, quand on va voir un film, c'est que de toute façon, on se laisse embarquer par l'histoire et normalement, on essaye de croire ce que le réalisateur est en train de nous dire. Donc, s'il nous dit que c'est un système d'IA, ben, on croit que c'est un système d'IA. D'accord ? Alors, rassurez-vous, la plupart de tous ces systèmes d'IA n'existent pas. Enfin, rassurez-vous, c'est dommage, mais ça n'existe pas. Le deuxième écueil, c'est que, et c'est presque encore plus grave, c'est que même si vous observez un robot et que vous pensez « waouh, celui-là, il est vraiment génial », vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, mais c'est ce que le réalisateur vous a laissé penser que ça pouvait être dans son histoire. Ça n'a rien à voir avec la réalité, quoi.
Donc j'ai un peu une liste de films où on met l'IA à toutes les sauces. Et là, je dirais il y a la bonne et il y a la mauvaise, hein, un peu comme tout. Il y a de la bonne du genre Minority Report, ça c'était très, très visionnaire. Après il y a de la mauvaise, genre Chappie, genre bon, il y a, il y a des... Donc essayez de prendre une distance, je dirais, entre ce qu'est l'IA et la façon dont on parle de l'IA. Alors je ne vous parle même pas des journalistes qui, eux, de toute façon, il faut qu'ils fassent le papier pour le lendemain, donc ils n'ont pas le temps forcément de regarder c'était quoi pendant 30 ans. Hein. Allez, on va un peu plus vite. 1983, alors pourquoi ça? Bon, moi, c'était un peu mon époque à moi, justement. La Grande Conf internationale en IA, elle a toujours 10 thèmes. Et ça, en 83, c'est les 10 thèmes de la Conf internationale en IA. IJCAI, c'est International Joint Conference on AI. Donc, ça continue chaque année à augmenter. Et vous voyez, alors j'ai marqué Old à droite, c'est deux des disciplines qui ont disparu. Enfin, elles ont disparu, en fait, elles ont été absorbées par d'autres choses. C'est tout ce qui est déduction automatique, programmation logique, tout ça. Ah, j'ai oublié de vous dire, dans la première promotion de l'ENSIMAG ici, il y avait un monsieur quand même assez connu qui s'appelle Alain Kolmerhauer, qui est le père du langage Prolog, si jamais ça vous dit. Donc, quand je vous dis que ça s'est né à Grenoble, ici à l'ENSIMAG, c'est vraiment pas faux, quoi. Donc après, vous avez d'autres choses. Enfin, ce slide, il veut dire quoi? Il veut dire qu'en 83, en fait, en 83, la tombe et autres, ils avaient des images de ça devait être quoi un système d'IA. Et il y avait, en fait, c'était l'histoire qu'il fallait que ce système, il ait un peu tous ses composants. Et l'enjeu, c'était ce qu'on appelait, ce qu'on appelle toujours l'IA forte, c'est-à-dire qu'en fait, le véritable enjeu de l'IA, c'est de faire un tout avec l'ensemble de ses parties. Alors, vous êtes à NCMAG, vous n'avez pas échappé à, quand on a un problème trop compliqué, on décompose le problème en sous-problèmes. D'accord? Ça, c'est très, très NCMAG, depuis très longtemps. Et donc, quand vous avez une procédure, ouais, vous décomposez en sous-procédures. Voilà. Bon, c'est un peu l'idée. Là, en fait, c'est parce que dans les années 80, les gens se sont dit, waouh, c'est plus dur que ce qu'on croyait. Donc, comme c'était plus dur que ce qu'ils croyaient, c'est de dire, on va faire un robot autonome, eh bien, ils ont décomposé le problème en sous-problèmes. Voilà. Et ça, c'est les 10 sous-problèmes en 1983. Quand vous regardez en 2016, donc 33 ans après, donc ça, c'était en 2016, c'était à Melbourne. Ouais, à Melbourne. Ça, c'est les 10 thèmes à Melbourne, donc 33 ans après. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a 7 thèmes qui sont les mêmes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la décomposition humaine de c'est quoi l'IA, elle n'a pas vraiment beaucoup changé. D'accord? Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans chaque brique, on a vachement avancé. Alors, dans chaque brique, il y a quoi? Il y a une brique, par exemple, machine learning, au hasard. Il y a 30 ans, machine learning, ça existait aussi. C'est surtout de l'apprentissage symbolique. On patinait un peu, bon. Enfin, derrière chacune de ces disciplines, il faut voir qu'il y a une conférence internationale, il y a toute une communauté. Et là où en 1983, les gens avaient un peu une culture générale de c'est quoi toute l'IA, maintenant, en fait, les gens ont juste une culture générale sur un bout de l'IA. D'accord? Il y a très peu de gens qui comprennent toute l'IA parce que simplement, c'est trop gros. D'accord? C'est la moitié de l'informatique. Donc, dans mes titres de noblesse, mis à part ça, je suis un des créateurs du domaine des systèmes multi-agents. Voilà, l'histoire s'est faite comme ça. Mais ça, c'était avant le web. Et donc, vous voyez un peu les thèmes. Alors ça, c'est les thèmes au niveau international. Alors, d'une certaine manière, les thèmes au niveau international, c'est... Il faut voir que la science est, au moins dans l'Ouest, à l'Ouest du PECOS, c'est très, très, très dans les mains des anglo-saxons. Il se trouve que depuis 4-5 ans, les Chinois sont en train de rentrer à fond dans la conférence IJCAI. Donc le thème
machine learning est en train d'exploser. À la dernière conférence Ishkai en 2017 à Stockholm où j'étais, en fait, il y avait, alors je peux vous le faire sur différents aspects, il y avait 40% des papiers qui étaient sur le machine learning et il y avait 60% du reste sur les 9 autres thèmes, quoi. Et donc c'est vraiment le courant dominant actuellement. Je peux aussi vous dire que en fait, il y avait sur toute l'audience, il y avait 60% d'Asiatiques, il y avait 20% d'Européens et 20% d'Américains. Voilà. Alors, en même temps, en fait, chacune de ces disciplines, je vous dis, a donné naissance à des confs. Et les confs, par exemple, vous avez en machine learning, bon, Ishkai, c'est à peu près 800 personnes. D'accord? Ou 1500, je ne sais plus exactement. ICML, la conf en machine learning, actuellement, c'est plus de 3000 personnes. Donc, vous voyez, le côté Ishkai, c'est vraiment, le cœur, c'est toujours pareil, c'est vraiment l'intégration des briques, quoi. Après, dans chaque domaine, vous avez quelque chose de spécialisé. Pour les agents et systèmes multi-agents que je connais bien, donc il y a une conférence internationale qui s'appelle ICMAS, qui a lieu chaque année et qui regroupe 600 ou 700 personnes chaque année. Voilà. Sauf moi, parce que j'y vais pas. Je ne peux pas être partout. Hein. Alors, la petite phrase à la fin, voilà, ça c'est pour vous dire l'IA, où j'ai dit la moitié de l'informatique. La moitié de l'informatique, un des 10 thèmes, même s'il représente 40% des efforts actuellement, c'est machine learning. Dans le machine learning, vous avez l'approche cognitive qui est apprentissage symbolique, toutes les histoires de déduction, induction, enfin bon, peut-être ça vous dira quelque chose, basé sur de la logique. Et puis, vous avez les aspects plus statistiques, probabilité. Là-dedans, vous avez de l'apprentissage profond. D'accord? Donc l'apprentissage profond, ça n'est qu'un petit bout de l'apprentissage statistique, qui n'est qu'un petit bout de l'apprentissage, qui n'est qu'un petit bout de l'IA. Mais bon, ça a fait le buzz, et ça nous a réveillés. Enfin, ça a réveillé. Ça a surtout réveillé la presse, les gouvernants et tout. Enfin bon. Pendant ce temps-là, nous, on continue. Hein, bon. Et on sait que le buzz va s'arrêter pendant 3, 4, 5 ans. Donc vous arrivez juste à la bonne période pour en profiter. Donc c'est ce que je veux essayer aussi de vous faire passer ici. Alors là, les thèmes, c'est au niveau international, donc il n'y a pas à les discuter. Après, il y a les thèmes qu'on pourrait voir en France. Alors en France, le CNRS, vous savez, c'est cet organisme auquel je fais partie avec bonheur. CNRS, moi j'ai la chance d'avoir un poste à vie, en plus qui m'appartient. Donc du jour au lendemain, je peux changer de labo, je peux changer de ville, je pars avec mon poste. Et je peux continuer à faire ma recherche. Donc ça, c'est juste idéal. C'est unique au monde, donc profitons-en. Et le CNRS, tous les 20 ans, donc le CNRS évalue toute la science. Enfin, fut un temps où c'était même le seul organisme qui évaluait toute la science. Enfin, exactement le Comité national de la recherche scientifique, le CONRS. Et le CONRS est découpé en un certain nombre de sections. L'informatique est recoupée en fait sur 2 sections, la section 6 et la section 7. Et chaque section en fait est dénotée par un ensemble de mots-clés. Et je vous en ferai grâce. Mais donc tous les 20 ans, ça change. Et globalement, sur les mots-clés de la 26e, de la section 6 et 7, la moitié des mots-clés, ça correspond en fait à de l'IA. Donc on a fait un exercice, nous, au niveau de la FIA, qui est qu'on a regroupé un peu tous ces mots-clés du CNRS en thèmes. Et sur la page de la FIA, vous allez retrouver en fait, donc sur cette page-là, enfin vous allez sur la page de la FIA, vous allez retrouver 25 mots-clés, c'est 25 rubriques, qui ont un sens pour nous, enfin, quand je dis nous, c'est y compris au CNRS. Et après, on a fait des clusters de tout ça. Enfin, c'est pas nous qui les avons fait, c'est-à-dire que les 10 thèmes qui ressortent le plus en France, c'est ces 10 thèmes-là. Donc pour rebondir sur ce que vous disiez Nathan au début, à l'introduction, c'est
Le sondage, je n'ai pas vu exactement quel sondage ils vont vous faire passer, si c'est sur la vieille classification de l'IA que la FIA avait faite, où il y avait connaissance et cognition, application, interaction, raisonnement, apprentissage, intelligence collective, outils et langage pour l'IA. Donc vous voyez, c'est une certaine... D'ailleurs, c'est un drôle de diamant parce qu'il n'y a que cette phase. Donc, moi, j'en taille pas tous les jours, mais normalement, il y a plus de phases que ça dans les diamants. Donc, nous, c'est pas nous, c'est la communauté française est assez structurée sur ces 10 thèmes-là. Et vous allez sûrement trouver des gens qui vont être spécialistes dans tel ou tel thème. Mais c'est rare que vous y trouviez des gens qui soient spécialistes sur 2 thèmes. D'accord? Moi, je suis spécialiste juste sur le premier thème. D'accord? Après, le reste, je peux en parler un petit peu. Je peux vous dire que l'apprentissage automatique, ouais, vous savez, c'est ce truc dans lequel il y a le deep learning, tout ça. Enfin, j'en sais un peu plus que ça. Extraction, gestion des connaissances, c'est en fait, ça vient en fait au début des bases de données, ça. Donc en anglais, c'est ce qu'on appelle data mining, d'accord? C'est comment faire de la recherche de connaissances dans les masses de données et comment les extraire. C'est quoi les informations pertinentes là-dedans? Là, elles ne sont pas en ordre alphabétique. Hein. Bon, c'est pour ça que c'est peut-être pas très cohérent tout ce que je vous raconte, mais c'est pas grave. Ingénierie et connaissances. Une fois que vous avez modélisé les choses sur les connaissances qui vous intéressent, que ce soit des connaissances du problème ou du domaine, des connaissances métiers, c'est comment vous allez manipuler ces connaissances. Donc, c'est tous les aspects, comment vous allez pouvoir faire effectivement des déductions, des planifications, de l'aide à la décision, en raisonnant sur ces connaissances. D'accord? Donc vous ne raisonnez pas sur des nombres, vous raisonnez sur des connaissances. Ça, c'est un truc que j'ai raté dans mon intro. Il y a aussi quelque chose qui nous différencie du reste de l'informatique. Pourquoi je vous ai dit c'est la moitié de l'informatique? En fait, la moitié de l'informatique traite de données, c'est le côté data science. Mais je ne vais pas trop opposer parce que de fait, maintenant, data science, ça empiète sur intelligence artificielle, donc on ne sait plus exactement où sont les frontières. Même si au départ, pour les Américains, c'était computer science. Enfin bon. Mais ce qui est clair, c'est que, quels que soient les cours que vous allez avoir ici, ou vous avez déjà, quand vous traitez des données, il y a les données et il y a les connaissances. Une connaissance, c'est une donnée sur laquelle on met de la sémantique. Et quand vous dites on met de la sémantique, c'est une donnée qui va avoir donc dans un domaine d'interprétation une certaine valeur de vérité pour vous concepteurs, mais peut-être pour l'utilisateur, voire peut-être pour un autre système d'IA. Et donc, en fait, vous donnez un sens à vos données. D'accord? Si vous donnez des sens à vos données, ça veut dire que quand vous dites la Terre est ronde, c'est pas juste la Terre est ronde, c'est pas Terre est ronde, c'est ronde. C'est un concept qui veut dire ce qu'il veut dire. Terre, ça veut dire aussi quelque chose. Dans l'ordinateur, au début, quand vous mettez Terre et ronde, c'est juste des caractères, quoi. D'accord? Donc, vous avez des données, et vous, être humain, vous donnez des sens à ces données parce que vous mettez en plus... Faites l'exercice, je me rappelle, à NCMAC, j'avais beaucoup... enfin, ça a peut-être créé une révolution, donc... Mais en première année, je m'étais amusé, c'était un programme, on avait un exercice à faire en algorithmique numérique à rendre à notre assistant. Et j'avais fait le programme qui marchait super bien et tout. Puis à la fin, j'avais remplacé tous les noms de variables et de fonctions par des noms de mathématiciens célèbres. Et ben, le prof a été juste incapable de corriger le... Parce qu'en fait, quand il disait Bernoulli, c'était Bernoulli, quoi. Quand il disait Laplace, c'était Laplace. Alors quand Laplace prend pour valeur Bernoulli plus 3, c'est bon, d'accord. Amusez-vous à ça. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et moi, dans ma thèse, si vous voulez, par exemple, je crée des programmes qui créent des programmes. Dans ma thèse, je programmais en Lisp. Alors, c'est peut-être un vieux mammouth pour vous. Mais en Lisp, on avait une fonction qui s'appelait gensim, qui permettait de créer un début de fonction. Et en fait, on pouvait assembler des morceaux pour créer des fonctions. Donc j'avais des programmes qui fabriquaient des programmes. La première fois que je suis allé au Japon, il y a 30 ans,
j'ai visité l'usine de chez Fanuc, et j'ai vu des robots qui fabriquaient des robots. Ça fait des chocs, tout ça, si vous voulez. Ça fait réfléchir. Donc les connaissances, c'est vraiment grounding, mais c'est grounding pays de l'Ouest, là encore. Hein. Parce que les Chinois, eux, je veux dire, ce qui est important, c'est la donnée. Ils ne donnent pas du tout de sémantique à la donnée individuelle. Et s'ils s'appellent tous Chen, c'est parce qu'ils s'appellent tous Chen. Voilà, c'est une dénotation pour dire monsieur. Vous voyez, c'est pas pour différencier. Nous, on a tous des noms différents. Mais bon. Interaction avec l'humain. Bon, ça, c'est à la fois les aspects interaction machine. Donc, et actuellement, ça devient de plus en plus crucial parce que comme les machines deviennent de plus en plus intelligentes, bah, cette interaction homme-machine devient de plus en plus critique, d'une certaine manière. EIH, c'est les environnements interactifs d'apprentissage humain. Donc ça, c'est toute l'intelligence artificielle qui aide en fait à l'être humain à apprendre. D'accord. Donc en fait, tout ça, c'est interaction avec l'humain. Reconnaissance des formes vision, bon bah, en fait, c'est un petit peu en train de disparaître. Au début de l'IA en France, il y avait une conférence qui s'appelait Reconnaissance des formes et intelligence artificielle. Et ça a été tout le début de l'IA. C'était ça en fait, c'était de la reconnaissance de patterns. Voilà. Moi, dans ma thèse, j'ai fait une thèse en vision. J'avais des images 512 par 512 sur 3 fois 8 bits de couleur plus 4 bits graphiques. C'était une armoire qui faisait qu'on avait eu une autorisation de la DARPA d'importer ça. J'ai eu le premier Grinnell couleur en France. Et en fait, je traitais des données qui étaient de la taille d'un quart de ce que vous avez dans vos appareils photo actuellement, quoi. Donc, à l'époque, on était très concerné par le fait qu'il fallait que les algorithmes ne soient pas gloutons, ne mangent pas trop de mémoire. Il fallait que ça soit intelligent parce que juste, on n'avait pas le temps d'attendre des heures et des heures. Bon. Et les gens, à l'époque, il y a 30 ans, qui faisaient des réseaux de neurones, je veux dire, ils partaient en vacances 15 jours avant d'avoir le résultat, quoi. Bon. Moi, je passais un peu moins de temps parce que je faisais de l'IA. Donc, j'avais des approches plus discrètes, plus heuristiques. Bon, maintenant, tout ça, c'est gag et c'est un peu en train de disparaître. Enfin, la reconnaissance des formes vision est en train de disparaître d'un côté apprentissage, à cause du deep learning et tout ça. Et de l'autre côté, est en train de disparaître derrière tout ce qui est la robotique. Mon directeur de thèse, lui, rêvait de la machine intelligente, en fait. Donc c'était perception, raisonnement, action. Et on continue. Bon, donc oui, vous aviez... Alors, représentation et raisonnement, on y vient. C'est-à-dire qu'au plus haut, là, je vous ai dit... mais représentation et raisonnement... Vous connaissez des choses genre théorie de l'information, des choses comme ça. Bon, c'est un peu en IA quels sont les modèles privilégiés pour représenter et raisonner. Donc le raisonnement, alors ça c'est une grosse famille, hein, tout ça. C'est ce qui avant était sur planification, décision, choses comme ça. Après il y a robotique automatique. Avec cette spécificité en France, c'est que les roboticiens et les automaticiens n'ont jamais réussi à se parler. Mais bon, ça fait aussi 18 ans que je suis prof invité au Danemark. J'essaye de travailler aussi avec des automaticiens au Danemark, j'y arrive pas non plus. Donc c'est pas un mal français. C'est un mal que côté IA, si vous voulez, une fois de plus, on donne du sens aux choses. Les automaticiens, ils ne donnent pas de sens aux choses. Ils ont des équations, ils ont des systèmes d'équations. Ils ont des équations aux dérivées partielles, et voilà, quoi. Je veux dire, moi, mon DX, il a un sens, quoi. Et quand je passe d'agent à multi-agent, mon élément différentiel, c'est un système d'intelligence artificielle, si vous voulez. Donc c'est pas pareil. C'est un peu loin du DT. C'est un D quelque chose. C'est un DA. Satisfaisabilité contrainte, alors ça c'est un peu une niche qui existe très très fort en France et qui est en train qui va à mon avis fleurir. Bon, c'est
c'est que, alors à l'époque, c'était plus des problèmes liés, comme je vous le disais, à des contraintes machines sur la capacité de mémoire et capacité de calcul. En fait, maintenant, satisfaction et contraintes, c'est plutôt, on vous parle beaucoup d'écologie, on vous parle beaucoup d'énergie, on vous parle beaucoup de, voilà. C'est-à-dire que, bon, on a bien déliré pendant des dizaines d'années, mais on peut peut-être, c'est soit on fait sauter la planète, soit on essaye de faire des choses sous contrainte. Donc en fait, on rajoute des contraintes. Et en fait, le jeu, c'est essayer d'obtenir des résultats moyennant le respect de ces contraintes. Et donc, voilà. Quoi vous dire de plus? Traitement automatique des langues, on a toujours été très fort en France là-dessus. Alors, il y a une raison à ça, c'est que le français, c'est une des langues les plus dures au monde. C'est-à-dire que des systèmes de traduction en anglais et tout, ça, c'est banal, mais parce que l'anglais, c'est simple. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a adopté pour les langages, les coopérations internationales, c'est que c'est très simple. Et le français, c'est très compliqué. Par exemple, il y a en français, bon, moi j'ai fait un système multi-agent pour la compréhension du français écrit, avec des agents qui s'occupaient des ellipses, des coordinations, de la syntaxe, de la sémantique, bon. Et en fait, c'est juste un exemple, mais sur le français, il y a 50%, enfin, dans les phrases, il y a 50% d'ellipses, en fait. C'est en fait de non-dits. Et dans d'autres langues, c'est beaucoup plus rare. En anglais, il y a assez peu d'ellipses. Alors ça fait que les conversations en français, c'est toujours très compliqué, parce que si vous connaissez un petit peu, il y a le lexique, la syntaxe, la sémantique, la pragmatique. C'est-à-dire en fait le niveau du mot, de la phrase, de l'enchaînement de phrases et du texte. Et donc en fait, en français, il y a des fois le sens d'une phrase n'est connu que grâce à la phrase qui suit. Ce qui n'arrive jamais en anglais. Où le sens est porté directement par la phrase. Bon, bref, c'est juste pour dire, c'est ça, quoi. Donc ça, c'est les 10 thèmes canoniques. Et ça représente bien la moitié de l'informatique, si tant est que vous rajoutiez du sens là-dessus. OK? Alors, maintenant, on redescend sur Terre. Parce que là, tout ce que je vous ai raconté, dans 30 ans, il y a forte chance que les 10 thèmes, ils existent encore. Parce que l'assemblage des meilleurs résultats des 10 thèmes actuellement, il n'y a personne qui le fait. C'est pas qu'il n'y ait personne qui a envie de le faire, c'est qu'il n'y a personne pour financer de le faire. Et je pense que ça fout aussi un petit peu la trouille. C'est-à-dire qu'en réalité, effectivement, quand on voit ce que Yann Lequin sait faire d'un point de vue traitement d'image, quand on voit ce que Boston Robotics, enfin Boston Dynamics, je ne sais pas si vous connaissez les robots de chez Boston Dynamics, là, les robots guerriers. En plus, Donald Trump, là, au mois d'octobre, où il s'est levé un matin, il a dit je vais donner 200 millions de dollars à la DARPA pour qu'il me fabrique un soldat autonome. Donc voilà, eux, c'est leur terrain de jeu. On s'amuse. Chacun s'amuse. Mais même là-dessus, les Boston Dynamics et autres, on ne met pas à l'intérieur les meilleurs résultats. On met de sorte que voilà, les véhicules autonomes qui vont bientôt sortir, ce n'est pas les meilleurs algorithmes de planification, ce n'est pas les meilleurs systèmes de vision, ce n'est pas les meilleurs. C'est mon ami Rodney Brooks, qui est le créateur des iRobots, là, vous savez, les robots aspirateurs, qui savent, je ne sais pas s'ils font mieux le ménage que l'homme. En tous les cas, ça soulage bien. Bon, Rodney me disait que quand ils ont lancé ces robots, en fait, ils avaient l'idée de ce qu'ils voulaient faire, mais ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir, quel était le marché en fait. Et ils ont fait dans un supermarché à Boston une enquête et ils ont demandé à un certain nombre d'hommes qui étaient dans ce centre commercial, ils ont demandé à combien vous pourriez dépenser pour avoir un robot qui fasse le ménage chez vous sans que votre épouse vous tape dessus parce que vous avez dépensé cet argent. Et ça a été 200 $. Donc 200 $, et après ils ont mis, bon, bah, pour 200 $, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord?
Donc ils ont fait une machine à 200 $. Et depuis, ils font toujours une machine à 200 $. Bah, comme la techno avance et tout, c'est toujours mieux. Et en fait, c'est un peu ça le... Alors moi, j'ai rien contre ce qui se passe actuellement, mais c'est vrai que toute l'IA au quotidien que vous avez, il y a aussi les machines à laver qui ont de l'IA à l'intérieur, il y a les appareils photo, il y a de l'IA partout, mais c'est pas la meilleure. Donc moi, en tant que chercheur, je suis un peu frustré. Et mon rôle, il est plutôt d'imaginer, si je mets le meilleur de tout ensemble, ça fait quoi? Et ça, c'est quand même beaucoup plus excitant. Alors en France, donc je vous disais, il se trouve que le conseil d'Obama, là, ils ont fait vous retrouverez ça sur Internet, il y avait un moratoire, enfin pas moratoire, une grande déclaration sur le plan IA pour les États-Unis, enfin l'idée d'Obama là-dessus. Et en fait, dans le précédent gouvernement, la ministre du numérique, Axelle Lemaire, au mois de décembre 2016, en décembre 2016, Axelle Lemaire est tombée sur le rapport Obama. Elle a dit wow, c'est génial, il faut qu'on fasse ça. Et sauf que c'était en décembre, que Hollande n'allait pas se représenter et qu'il allait là, et que donc elle n'allait pas rester non plus dans le gouvernement. En plus, à l'époque, elle ne s'entendait pas avec Macron non plus, donc elle n'avait aucune chance de rester. Et en fait, donc ils ont fait plancher 500 chercheurs en France pendant 2 mois, décembre et janvier. Vous voyez, c'est pas très sympa, pour faire un plan, donc rapport France-IA au printemps 2017. Il se trouve que nous, avec la FIA, on a fait à ce moment-là une journée avec le MEDEF. J'avais fait entre une autre association, loi 1901. Vous voyez, donc on s'est fait une journée IA et Entreprises de France. Entreprises de France et IA. Et la dernière chose que Hollande a dit avant de partir, c'est qu'il a un peu forcé sur le plan d'investissement d'avenir à ce qu'il y ait une part qui soit réservée pour l'IA dans les PIA, dans les programmes d'investissement d'avenir. Vous verrez ça plus tard, ça existera encore. Quand Macron a été élu, il a tout de suite redonné l'affaire à Cédric Villani. Et Cédric Villani, en printemps 2018, a produit un rapport où on parle beaucoup d'apprentissage profond, ça c'est sûr. On parle beaucoup d'économie française, on parle beaucoup de spécialités à la française. En septembre 2018, vous avez peut-être entendu le discours de Macron à la Sorbonne. C'est pas septembre 2018, c'est septembre 2017. Enfin, il y a un discours assez séminal de Macron à la Sorbonne, il faut que vous l'écoutiez si vous croyez à l'Europe, ça vaut le coup. Bon, depuis, il a été obligé de faire un peu marche arrière à cause de Merkel et tout ça. Et alors, actuellement, il y a eu là, il y a 6 mois, il y a eu un appel national pour des instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est l'effort du gouvernement Macron. Bon, c'est quand même 665 millions d'euros jusqu'en 2022. Ça veut dire à peu près 125 millions d'euros par an. Ces 125 millions, c'est les intérêts que vont rapporter les 10 milliards d'euros qui vont être mis dans le fonds de recherche, à condition que puisse être vendu l'aéroport Charles de Gaulle, Engie et tout ça. Donc vous voyez, c'est encore assez hypothétique tout ça, mais enfin bon, sur le papier, il y a un engagement de ça. En regard, rappelez-vous les 200 millions de dollars que Trump un matin a décidé de donner à la DARPA pour fabriquer un soldat autonome. Hein. Donc nous, on est quand même assez petits, mais ces instituts interdisciplinaires, en fait, les 4 lauréats, il y a Grenoble, il y a Toulouse, il y a Nice et il y a Paris. Enfin, Paris, il y en avait plusieurs. Bon, il y a un à Paris. Et ce que je vous ai mis à gauche, c'est que le gouvernement, et ça c'est dans le rapport Villani, il y a des priorités nationales sur l'usage de l'IA. Les priorités nationales actuelles, c'est l'impact en fait sur l'amélioration de l'administration,
la défense et sécurité, l'environnement, la santé. Industrie 4.0, c'est pas vraiment je l'ai laissé là, mais c'est parce qu'à Grenoble, ils ont rajouté Industrie 1. Ah, voilà monsieur le directeur. Bonjour monsieur le directeur. Et il y a les transports. Donc ça, en fait, vous avez les... Tu arrives juste au moment où je suis en train de parler des 3 IA. Donc, tu vois, c'est un peu de pub. Voilà, il en vient. Donc lui, il est embarqué à fond là-dedans. Hein. Il vous en fera un jour la pub encore plus que moi. Enfin, disons qu'être à Grenoble par les temps qui courent, c'est pas le moins bon des endroits pour faire de l'IA, quoi. On va le dire comme ça. Après, les spécialités à Grenoble, je ne me rappelle plus trop, mais il y a effectivement la santé, il y a l'environnement et il y a Industrie 4.0. Alors, il n'y a pas les transports. Évidemment, les transports, on retrouve ça plutôt à Paris parce que entre les JO de 2024, où ça va être un bordel monstrueux, et le Grand Paris et tout ça, bon, les transports, c'est vraiment critique à Paris, c'est clair. Les transports à Toulouse aussi, mais ça c'est parce qu'il y a tout ce qui est l'aéronautique, le spatial, Airbus et tout. Bon, il n'y aura plus les Airbus à 380, mais il y aura le reste. Donc, puis en plus, peut-être Boeing n'existera plus, donc c'est pas mal. Bon, la santé, bon. Alors, ça c'est un peu, ça c'est du top-down, c'est ce qui vient du gouvernement. Il y a des appels, les gens répondent. Donc je vous ai parlé des 10 thèmes avant qui étaient purement académiques, canoniques et qui existeraient encore pendant 30 ans. Là, je vais vous faire un slide sur Eve's View des Key Applications of AI, quand je regarde un peu en France, mais pas que en France. Alors, il est évident que l'application numéro 1, c'est sur la santé. Tout simplement parce que l'homme étant l'homme, et on sait que sans la santé, on n'est rien. Et donc, l'investissement sur la santé, il est monstrueux. Alors, dans les vieux résultats de l'IA, il y a les premiers systèmes d'aide à la décision du genre MySyn, tout ça, qui est avec des systèmes de règles, qui, en fonction de symptômes, si vous avez ça, alors c'est peut-être ça. Et après, c'est le médecin qui décide. Maintenant, on a dépassé tout ça. On a, aux États-Unis, depuis quelques années, il y a une société qui s'appelle 23andMe. En fait, c'est une société où vous pouvez vous connecter, vous faites enregistrer votre génotype, et puis tous les jours, vous entrez un bulletin de santé. Bon, d'accord, c'est des données européennes qui vont être aux États-Unis, là-bas. C'est comme ça. Ils ont quelques millions de profils, et en fait, eux, ils font tourner effectivement de l'apprentissage profond et autres algorithmes de même niveau sur tous ces symptômes, et ils sont capables, par exemple, de montrer la migration, la propagation d'un rhume dans la baie de San Francisco. On peut voir ça dynamiquement, on peut visualiser. De façon plus intéressante, c'est que si à un moment donné, il y a une certaine partie de la population qui est affectée par la même maladie, en fait, ils croisent, et ça c'est juste de l'apprentissage profond bête, comme on fait de la reconnaissance de chats dans les images, c'est bête. Et on fait de la comparaison de génotypes et en fait, ça permet d'émettre des hypothèses sur « Ah ben tiens, s'il y a telle chaîne d'ADN et tout qui présente cette séquence-là, il semblerait que ce soit une prédisposition au développement de cette maladie. » Et donc en fait, l'analyse de données permet d'émettre des hypothèses qui après sont transférées dans le milieu médical. Et le milieu médical, en fait, vérifie ces hypothèses et dit « Ah ben oui, tiens... nouveau syndrome ou je sais pas quoi et tout. Et donc ça c'est du bottom-up. Agriculture, ça vous semble peut-être bizarre que je vous dise ça, mais agriculture, au printemps dernier, j'étais invité au NITEC, au National Institute of Technology de Nagoya. Et bon, j'ai vu de l'utilisation de drones pour surveiller les parcs à huîtres perlières. Donc c'est des drones qui surveillent non seulement qu'il n'y a pas quelqu'un pour piquer les huîtres, mais qui vérifient l'état de l'eau, qui vérifient la dynamique, la croissance des huîtres, et voilà, et qui détectent, voilà, bon. Un peu comme en France, il y a une spécialité
qui est en train de se développer, c'est l'usage de drones pour parcourir les vignes, pour savoir quel est exactement le jour où il faut récolter, quoi. Parce que tout le monde n'est pas fils de vigneron, quoi. Donc, c'est pas des choses qu'on sait faire. Et puis, on sait les investissements chinois dans toute la planète pour faire manger à la Chine. Mais ce que vous ne savez pas forcément, c'est que 90% de l'argent que Xi Jinping a mis dans les routes de la soie sur l'application de l'IA en Chine, c'est pour l'agriculture. Alors je vous dis ça parce que on estime en fait que par rapport à l'Europe, les investissements américains sur l'IA, c'est 3 fois plus. Et on estime que les investissements chinois par rapport aux Américains, c'est 5 fois plus. C'est-à-dire qu'on estime que les investissements chinois par rapport aux investissements européens, c'est 15 fois plus. Donc par rapport aux investissements français, c'est... D'accord. Donc nous, on est là. On essaie d'exister quand même. Hein. En tous les cas, impact de l'IA sur l'agriculture. Enfin là, je suis en train de monter mon cours multi-agent au Maroc. Parce que rencontre et tout, on ne sait pas. Et en fait, au Maroc, ils sont en train aussi d'utiliser les drones sur en fait, la culture des oranges. Voilà, donc c'est de l'IA sur... Enfin, c'est en train de pénétrer partout, cette histoire d'agriculture. Environnement, bon, j'ai pas beaucoup, moi, d'exemples, mais je vous ai parlé de raisonnement sous contrainte. Il y a tout le problème de l'écologie, c'est très politique, je ne vais pas en parler plus. D'accord ? Après, il y a, ce qui me concerne le plus, c'est vie quotidienne, transport, société. Bon, ça, c'est les trucs très saillants, j'ai envie de dire. Vie quotidienne, ça va des Alexa, tout ça, mais pas que. C'est-à-dire que, en fait, les commandes vocales, les régulations automatiques de température, alors l'aide à la personne aussi. Bon, au Danemark, moi, j'ai beaucoup travaillé pour le développement de systèmes d'IA pour l'aide aux personnes âgées, en bonne santé aussi, pas que en mauvaise santé. En France, la santé, c'est surtout mauvaise santé. Mais au Danemark, c'est aussi les gens en bonne santé, pour qu'ils restent en bonne santé. Enfin, là encore, le président Macron a fait une petite révolution en France, puisqu'il est en train de, avec sa réforme de la santé, de vouloir faire passer la France d'un système de curation à un système de prévention. Donc, on est en train de, pas de rattraper notre retard, mais au moins de changer notre fusil d'épaule. Ce que j'aime bien signaler aussi, c'est que tous ces travaux qui existent beaucoup en Europe, parce que c'est quand même un continent vieillissant pour les personnes âgées, et bon, c'est dire, voilà, on n'est pas tous au Danemark, quoi. Donc, comme on n'est pas pris en charge par la ville, si on n'est pas pris par la famille, ça commence à être un problème. Mais tout ce qui est fait pour les personnes âgées, en réalité, peut être aussi fait sur les nouveau-nés. Alors quand je dis ça à grand public, les gens se disent « Ah non, attends », je dis « Bah si ». Sauf qu'effectivement, le robot nounou, c'est pas encore, il n'y a pas le marché parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, pas beaucoup de mères qui laisseraient leur enfant à un robot. Alors que les personnes âgées, on les laisse facilement. Hein. Mais c'est la même problématique dans le fond. D'accord ? Mais ça viendra. Ça viendra. Bon, transport, je ne vais pas vous bassiner avec ça parce que tout le monde en parle. Et puis avec toutes ces histoires de véhicules autonomes et tout. Juste, je veux vous pointer, il y a eu, il y a quelques mois, un papier qui est paru dans Nature par un Français et des Américains, Jean-François Bonnefond et des chercheurs du MIT, qui ont fait une étude assez intéressante. Alors, c'est sur le web, vous allez trouver ce site, ça s'appelle Moral Machines. En fait, c'est un site où on vous met en condition de, si vous êtes, vous, véhicule autonome, et vous êtes, par exemple, vous avez le choix entre écraser une personne âgée ou écraser un bébé. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, ils ont fait toute cette enquête au niveau international, tout le monde a répondu sur la planète. Et ce qui est assez magique, c'est qu'ils ont fait après l'analyse des résultats, une belle analyse en composantes principales, blablabla, blablabla. Et en fait, on voit qu'il y a
3 sortes de civilisations, ou en tous les cas 3 types de morale. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde n'a pas la même morale. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a une morale qui est dominée par le monde anglo-saxon, il y a une morale qui est dominée par peu ou prou les Asiatiques, et puis il y a une morale qui est très dominée par la France et l'Afrique. Il y a 3, voilà, donc ça pourrait éventuellement expliquer un certain nombre de heurts entre les civilisations. Bon, je vous le laisse à appréciation. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les véhicules Uber, ou voilà, s'ils viennent en France, il faudra qu'ils s'adaptent à la morale française. Mais si Renault veut déployer ses flottes de véhicules autonomes aux États-Unis, il faudra aussi qu'ils s'adaptent à la morale américaine. D'accord? Donc il faudra avoir les bons paramètres, quoi. Bon, c'est beaucoup de choses là-dessus. Société, bon, il y a tous les aspects réseaux sociaux. Ça, c'est une chose. Moi, je ne suis pas grand fan de ça parce que dès le début, j'ai prévenu mes enfants des dangers de ça. Et on est en plein dedans maintenant. Là encore, si vous voulez, tous les problèmes qu'on voit, il y a des choses qui s'expliquent assez facilement. Par exemple, sur ces histoires qu'au bout d'un certain temps, le système devient raciste ou je ne sais pas quoi. Bon. En réalité, je vous ramène aussi à ces histoires de valeurs morales que je disais avant. Si vous avez un échantillon qui est que américain ou que européen ou que chinois, vous n'allez pas avoir à la fin les mêmes résultats. Si vous mélangez tout, bah vous mélangez tout. Et à la fin, vous avez un beau multiplexage d'un truc qui n'existe pas. Donc effectivement, le comportement est forcément déviant par rapport à l'échantillon. Bon, c'était un raccourci. En tous les cas, il y a des problèmes de vie privée, il y a des problèmes donc de facteurs d'échelle, des problèmes de loi et problèmes moraux. Bon, après, impact sur l'administration, ça c'est Majoubi qui avait lancé ça. Alors maintenant qu'il est candidat à Paris et que il y a eu un petit choc la semaine dernière, c'est que quand Cédrico a été nommé à la place de Majoubi, il n'y a pas beaucoup de gens, alors j'ai mis quelques journalistes sur la question, ils vont creuser, mais Majoubi, en fait, il était secrétaire d'État numérique rattaché au Premier ministre. Et l'avantage d'être rattaché au Premier ministre, c'est qu'on a accès à tous les ministères. Donc la recherche, l'industrie, les transports et tout. Et c'était vraiment un rôle pivot. Pour l'IA, parce que le plan IA, c'était un des 3 plans que Majoubi avait dans ses poches. Donc il était vraiment à un endroit stratégique. Et il se trouve que Cédrico, il a été attaché juste au ministère de l'Industrie. Et en fait, l'IA, comme ça, là, en une semaine, est passé du Premier ministre à l'industrie. Bon, moi je trouve que c'est une régression. Je suis enregistré, ça se saura. Mais on a le droit de changer. On a le droit de changer d'avis. Voilà. Défense et sécurité, alors ça, moi j'ai quelques infos, mais d'abord je ne peux pas tout dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de l'argent. Et donc, vendredi dernier, donc c'est tout frais, vous regarderez sur Internet, il y a Florence Parly, notre ministre des Armées, qui a dévoilé la stratégie française pour la défense, enfin la stratégie française en IA pour la défense et la sécurité. Il y a beaucoup d'argent là-dessus. Et en plus, l'été dernier, Macron a créé un truc qui s'appelle l'Agence pour l'innovation pour la défense, dans lequel, d'un seul coup, il a mis 1 milliard d'euros. Pas de comparaison. Pas de comparaison avec les 10 milliards lâchés récemment. C'est autre chose. Mais là, c'est 1 million pour l'armée en tout cas. Bon, il y a de l'argent. Et puis économie. Alors économie, bon, vous êtes ici à l'ENSIMAG, normalement, si l'esprit n'a pas trop changé, l'école d'ingénieurs sont normalement où vous êtes fait pour devenir des ingénieurs. Il y a quelques ratés comme moi qui deviennent chercheurs.
Mais bon, normalement, vous allez devenir ingénieur. Donc vous allez, et dans ce monde très économique, ça veut dire que vous devriez être intéressé par l'économie. Alors, à quoi ça sert l'IA? Bon, sur les secteurs, ça c'est les bulletins de la FIA que vous trouverez en accès libre sur le net, sur le site de la FIA. En fait, régulièrement, tous les 3 mois, enfin, s'il n'y a pas, c'est pas toujours un dossier thématique, mais on fait des instantanés, des polaroïdes de la recherche en France sur tel ou tel aspect, dans tel ou tel domaine. Donc là, hier, il y a un numéro sur la robotique mobile qui est sorti. Donc ça vous donne un bon état de l'art des équipes en France qui font de la robotique mobile. Il y a 3 mois, on avait quelque chose sur les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça c'est juste pour dire, l'IA c'est comme le reste de l'info, ça s'applique partout. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de niche, quoi. Okay. Et donc le Next, juste pour contextualiser, alors rapidement, aux États-Unis, il y a tout ce buzz autour des véhicules et de l'Internet. En Chine, vous ne voyez pas forcément le buzz sur l'Internet, mais c'est parce que vous n'avez pas WeChat comme moi. Donc, si vous n'avez pas WeChat, vous n'avez pas WeChat. Hein. Maintenant, là où il y a les GAFA en Chine, donc il y a ce qu'on appelle les BATIX, là, les Baidu, Tencent, Xiaomi. OK. Et en fait, les Chinois, ils ont fait miroir, quoi. Donc, ils ont fait miroir. Et sauf qu'eux, ils ont les données de tous les Chinois. Et ils se les gardent pour eux. Ils ne donnent pas les données des Chinois aux Américains. Et ils empêchent aussi les Américains de s'installer en Chine. Comme ça, les Américains ne peuvent même pas, en Chine, récupérer les données des Chinois. Et pendant ce temps-là, ils distribuent les Huawei et autres aux États-Unis. En France aussi. Bon. Puis bon, enfin, moi, j'ai que des Apple, donc de toute façon, ça marche dans l'autre sens. Quelque chose qui est assez amusant, c'est au Japon. Donc effectivement, il y avait longtemps que je n'y avais pas été. Au Japon, ils sont déjà dans l'esprit de société mixte. C'est-à-dire que moi, en me baladant à Tokyo, j'ai vu dans un salon de coiffure un robot de SoftBank Robotics, la ex-Aldebaran Robotics, société française qui a fait les robots Nao et tout ça. Et donc, j'ai vu un robot Pepper qui dansait avec les coiffeurs chinois parce qu'ils attendaient les clients et tout. Donc ils avaient mis la musique à fond et eux ils dansaient et Pepper dansait. Bon. Après il y a des restos où les serveurs c'est des robots. Voilà. Et Pepper dans les Kaiten Sushi là, vous savez les trains à sushi là. Et en fait souvent à l'entrée c'est un robot Pepper qui accueille les gens et qui les aide à passer leur programmation. Est-ce qu'ils veulent quelque chose près du train ou est-ce qu'ils veulent une table? Bon. Et je me rappelle avoir vu une vieille dame qui rentrait là, peut-être 80 ans, et puis elle était là et tout. Puis elle le regardait. Bon. Mais après, elle croisait une autre serveuse et elle regardait pareil, quoi. Et il y a une explication un peu à ça. Alors c'est un peu rapide, mais au Japon, la religion dominante, c'est le shintoïsme. Enfin, il y a le shintoïsme et le bouddhisme, mais dans le shintoïsme dit que on se réincarne, on peut se réincarner y compris dans des objets immatériels. Et donc, pour un Japonais, croiser un robot, c'est éventuellement la grand-mère, quoi. Donc, en fait, il y a un respect entre le robot et l'humain qui est, voilà, ils font partie de la vie, quoi. Alors nous, on n'en est pas là, hein. D'ailleurs, il y a certaines vidéos chez Boston Dynamics, là où vous voyez, il y a des chercheurs de Boston Dynamics qui donnent des baffes aux robots. Bon, c'est un truc, ça n'existerait pas au Japon. On ne peut pas
pas donner une baffe au robot. Si ça se trouve, c'est la grand-mère. Bon, en tous les cas, eux, on va le voir au moment des prochains JO, là. Ils ont déjà des navettes autonomes qui vont de l'aéroport au site olympique, du site olympique aux hôtels, tout ça. Enfin bon, tout ça, c'est largement déployé. Et voilà. En France, je vous ai mis en fait à la FIA, on a un collège industriel. Il y a des industriels qui sont prêts à partager un peu leurs problématiques et leurs technos. Alors, ma vision de la chose sur l'impact de l'IA. Alors, c'est un peu sorti de la table ronde aussi vendredi. Enfin, c'est un peu ce que j'ai raconté vendredi à la table ronde. Je voulais à court terme, c'est-à-dire que maintenant, peut-être même quand vous allez sortir de l'école, ce sera déjà trop tard. C'est-à-dire que les anciens NCMAG sont en train de prendre toutes les places. C'est-à-dire que si vous avez des données dans une entreprise, que ce soit des données sur les clients, que ce soit des données sur vos historiques de commandes, que ce soit des données sur ce que vous voulez. Enfin, bon, en Chine, il y a, puisqu'on parlait là de... Il y a une société qui s'appelle GDCom. GDCom, ils ont fait chez eux un Talent Lab. Et en fait, quand vous rentrez chez GDCom, vous donnez accès à votre employeur à toutes vos données. Et vous êtes scanné, j'ai envie de dire, toute la journée sur ce que vous faites, les touches que vous tapez sur l'ordinateur et tout. Et ils compilent tout ça et ça leur permet de détecter qui vont être les prochains managers de demain. Ouais, donc c'est Talent Lab using Deep Learning. Ouais, donc ça sert à tout le Deep Learning. Hein. Bon, moi ce que je dis c'est, si vous avez des données, Deep Learning c'est force brute. Hein. Ça n'a aucune précaution, donc effectivement... Donc si vous mettez des données cohérentes, ça va donner une optimisation cohérente. Si vous donnez des données incohérentes, si vous mélangez des chiens et des chats, ça ne reconnaît pas les chiens, hein, ni les chats. Si vous mettez que des chats, ça reconnaît les chats. Bon, si vous mettez des processus de fabrication, des chaînes de manufacturing, tout ça, en entrée, des expériences, des traces, et vous moulinez tout ça, oui, vous allez optimiser. On estime en fait à peu près à 15% le gain qu'on peut instantanément gagner. Donc actuellement, toutes les entreprises sont en train de collecter leurs données, appliquer du deep learning à tout va, et j'ai envie de dire sans aucun effort, ils vont augmenter leur chiffre de 15%. Donc ça, c'est l'enjeu instantané. Alors, il y a tout intérêt à ce que ce soit enseigné à l'NCMAG, mais en même temps, il vaudrait mieux que ce soit enseigné à l'NCMAG plutôt que vous disiez, ah bah oui, je vais utiliser TensorFlow ou machin et tout, quoi. Parce que ça n'est que des instances de deep learning. Je veux dire, des instances de deep learning, c'est comme les algorithmes de tri. Je ne vais pas vous embêter avec ça, ça me rappelle ma première année à l'NCMAG. Mais faire un tri, c'est faire un tri. Mais des algorithmes de tri... Bon, et tous les algorithmes de tri ne s'appliquent pas aussi bien dans tel ou tel contexte. D'accord? Donc il y a une panoplie d'algorithmes de tri, et puis il faut avoir, vous, la richesse de savoir, ou la pertinence de savoir quel algorithme vous avez utilisé dans quel... Ok? Ben là c'est pareil, TensorFlow c'est TensorFlow, Scikit c'est Scikit, c'est français en plus. D'accord? Mais donc prenez ça comme des outils, mais c'est encore même mieux peut-être de redévelopper. C'est pas très compliqué le deep learning en soi. Medium term, alors medium term, j'ai pas mal d'études sur les impacts d'un point de vue économique, y compris des études qui ont été faites en Chine. Alors les Chinois disent que la croissance mondiale due à l'intelligence artificielle, ça va être une croissance de 14% d'ici à 2030. Donc les 14%, c'est simplement dû à l'IA. D'accord? Donc c'est à peu près 1 point de croissance par an au niveau mondial. Mais alors quand ils vont dans le détail, c'est 14,5 points de croissance pour les États-Unis, et dans le même temps, c'est 26% pour la Chine. Donc vous comprenez que Xi Jinping il soit assez motivé pour investir, ou c'est lié d'ailleurs, enfin c'est l'œuf et la poule. Bon, il y a un gros investissement et ils en attendent une croissance de 26%. La profitabilité des entreprises d'ici 2035 va augmenter de 38% grâce à l'IA. Donc évidemment, ça motive les actionnaires.
D'accord. Et puis, bon, c'est sûr que ça va supprimer des jobs. Ça, je ne vous fais pas le chapitre, parce qu'il y a assez de journalistes qui le font. Et de toute façon, c'est la réalité, mais c'est la réalité depuis 30 ans. Hein. Enfin, 60 ans même, probablement. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Parce qu'une fois de plus, il y a pas mal de jobs où, en fait, les jobs, c'est des routines. Donc, dès que c'est des routines, c'est ce qu'on appelle l'IA faible. C'est-à-dire, reconnaître un chat dans une image, bah oui, si vous faites toute la journée de la mise en conserve de filets de poisson, là, comme dans Rebelle. Bon, évidemment, de temps en temps, il y a un mec qui passe, mais normalement, il n'y a que des poissons. Et en tous les cas, quand il y a des poissons qui passent, oui, ça peut être un être humain qui le fait, mais moi, il y a 25 ans, j'ai visité les laboratoires de Carlsberg à Copenhague, et il y avait de la découpe laser de filets de poisson avec vision ultraviolette. La vision ultraviolette leur permettait de dater la pêche du poisson, et en fonction de la fraîcheur des filets, ils les mettaient qui dans les conserves, qui dans les bocaux, ou qui les vendait au frais. Ça, c'était il y a 25 ans. Donc on sait faire des choses comme ça. Ça, et on sait le faire mieux que l'homme, parce que l'homme, il n'a pas la vision ultraviolette, quoi. Enfin, je veux dire, les X-Men, c'est pas encore ça, quoi, naturellement. Donc, ouais, ça va supprimer tout ça parce que les machines deviennent de plus en plus performantes sur plein de secteurs. Donc voilà, il y a un métier, par exemple, qui est en train de disparaître, c'est tous les contrôleurs qui étaient là à regarder les images sur les caméras dans les banques pour surveiller la sécurité et tout, enfin toutes les agences de sécurité. En fait, les gens, voilà, ils regardaient s'il y avait des problèmes, quoi. Sauf que maintenant, ça, on sait super bien faire d'un point de vue machine, quoi. Donc il n'y a plus personne comme être humain qui détecte les problèmes. Par contre, comme il y a de plus en plus de problèmes qui sont détectés, du coup, je suis très long alors. Je suis déjà à l'heure et demie. Quelle horreur. J'avais prévenu Nathan, je peux tenir 8 heures si vous voulez. Mais j'ai allé plus vite quand même. Désolé Amandine. C'est pas Amandine. Et donc, ouais, donc on va... Alors par contre, ouais, le nombre de problèmes dans les banques, la détection a augmenté. Et en fait, ça a engendré un nouveau métier qui est que les reprises d'erreurs, enfin les interventions de sécurité dans les banques pour appréhender les malfaiteurs et tout, ça par contre, c'est en train de... Si vous êtes dans une société de sécurité pour intervenir pour des problèmes de banque, voilà. Donc ça, en fait, on est passé de métiers qui étaient à la détection de problèmes sur des métiers à la résolution des problèmes, quoi. D'accord? De ces nouveaux métiers. Alors, comme vous le disiez un petit peu, des philosophes, de même qu'on sait qu'il y a une situation sur 7 dans le futur qui n'est que quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Donc il y a 6/7 de votre vie qui n'est que de la routine. Donc c'est pas la peine de paniquer. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jobs qui vont simplement disparaître parce que c'est de la routine. Et on dit que les seuls jobs qui vont rester, c'est ceux qui nécessitent une certaine créativité, avec cette limite que la créativité humaine est de toute façon assez limitée aussi, quoi. Donc voilà, je suis désolé à vous ramener à la finitude de l'homme. Les ingénieurs Antimax sont très bons, mais vous restez des hommes, donc c'est pas facile. En tous les cas, et là ça fait partie de mes militantismes à gauche et à droite, effectivement, quand je parle à des entreprises, je leur dis il faut que vous appreniez à travailler avec l'IA. Je vous disais tout à l'heure, Rodney Brooks, là, à part les e-robots, il a fait un robot qui s'appelle Robot Baxter. Le robot Baxter, il a des usines en Chine qui fabriquent les robots Baxter. Et les robots Baxter, ils sont aussi dans l'usine pour fabriquer les robots Baxter. Et en fait, ils sont aussi dans beaucoup d'usines. Et en fait, à part le fait qu'il a une sorte de tête avec deux yeux qui ne sont pas des yeux, ces deux disques qui laissent à penser aux ouvriers que peut-être c'est la grand-mère qui est dedans. Et donc, bon, ils sont à la chaîne comme les autres, ils sont à la chaîne, quoi. Vous voyez, donc, mais en fait, les gens ont appris à... Voilà. Après, on ne demande pas à un robot un truc pour lequel il n'est pas programmé, quoi. Ça, c'est sûr.
Alors il y a un autre biais, je dis aussi aux entreprises, c'est que souvent les employés sont plus au même de c'est quoi l'IA par rapport aux managers. Donc il faut éduquer les managers. Donc là, peut-être vous allez sortir, ils seront un peu mieux éduqués. Mais pour l'instant, la journée qu'on avait faite avec le MEDEF il y a 2 ans, les gens ils découvraient l'IA, quoi. Là, avec tous les patrons qui étaient là, les 500 patrons qui étaient là, c'était la grande découverte. Bon. C'était il y a 2 ans. Alors, à plus long terme, donc, nous actuellement, on parle de l'industrie 4.0. C'est un mot qui vient de l'Allemagne. C'est la 4e révolution de l'industrie. Alors bon, vous savez, il y a eu le charbon, le machin, tout ça, l'électricité. Bon. Je vous laisse regarder ça. Au Japon, ils parlent de société 5.0. C'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, comme ils ont déjà absorbé les robots, tout ça et tout, eux, ils en sont à plutôt comment l'IA va modifier la société. D'accord. Donc, quel est l'impact d'avoir un robot de service à la maison? Comme en plus, c'est éventuellement la grand-mère. Est-ce qu'on peut lui donner à garder les petits-enfants? Enfin bon. En tous les cas, ça c'est effectivement, je parle d'éducation civile, mais c'est au sens civilisationnel. C'est-à-dire que ce qui va être important pour des Chinois ou des Japonais va pas être pareil pour nous et pas du tout pour les Américains. Voilà. Alors maintenant, retour sur le terrain. On est une école d'ingénieurs. Il y a un truc qui... C'est le dominant là. Je ne sais pas si on vous en parle à l'école, mais on vous parle des niveaux TRL. Le niveau TRL, c'est en bas. Moi, je vois ça par rapport à la recherche. En bas, c'est l'idée dans la recherche. Et en haut, c'est le produit qui arrive sur le marché. D'accord? Bon, moi, dans mes titres de gloire, j'ai permis à l'IGN de fabriquer des cartes géographiques en 1 mois. Avant moi, il le faisait en 5 mois. Et donc, j'ai augmenté de 80% le rendement sur la production des cartes géographiques que vous utilisez. Mais entre l'idée de la recherche et le produit, il s'est passé 10 à 15 ans. D'accord? Donc on est, de toute façon, d'un point de vue industriel, on est quand même sur du temps long. Quand on parle de start-up, c'est qu'on essaye de réduire, enfin, on réduit l'échelle de temps parce qu'en général, on a un produit très fini, enfin qui n'est pas tout à fait fini, mais on prend quelques capitaux pour vite le finir, pour vite traverser les TRL pour arriver au niveau du marché. Bon, il faut voir qu'il y a de plus en plus d'industriels qui ne font pas l'effort du temps. Depuis longtemps, Microsoft vous vend, la suite Office avec plein de bugs. Vous vend les PC avec plein de bugs et en fait compte sur le client pour les retours, pour débugger en fait. D'accord, donc les niveaux 9 là, vous voyez, les niveaux 8 et 9, il y a beaucoup d'industriels qui maintenant marchent dessus, quoi. Ils mettent sur le marché avant que ce soit complètement validé. Moi, par rapport à ça, sur l'IA, je fais partie des durs. Je dis il faut certifier les systèmes d'IA comme on fait la certification des jeux pour enfants ou la certification des médicaments. Et encore les médicaments, on a vu un certain nombre de scandales qui font que ça ne suffit pas. Mais en tous les cas, on prend le temps quand même. La mise sur le marché d'un médicament, ça peut prendre 6 mois à 2 ans. Enfin, bon, ouais. Alors pourquoi je vous parle de ça? J'allais dire, nous au CNRS, on est plutôt à niveau TRL 1, 2, 3. C'est notre truc, quoi. Après, d'un point de vue purement organigramme étatique et autres, si vous voulez, mais le CNRS dépend du ministère de la Recherche. Donc on est, voilà, c'est pas... Ça a été fait par De Gaulle, le CNRS, c'est l'organisme de recherche du ministère de la Recherche. De Gaulle, il a aussi décrété que l'organisme de recherche du ministère de la Santé, c'est l'INSERM. Et donc par ministère, il y a un organisme de recherche. Et en transversal, il y a le CNRS. Okay, donc nous, on a une mission interdisciplinaire, mais après, chaque ministère a son truc. Le ministère de l'Industrie, c'est lui qui, au départ, a porté l'INREA. Alors, sur le papier, normalement, l'INREA est au départ plus appliqué ou a une vocation plus d'innovation
là où normalement le CNRS devrait être plus recherche. Donc peut-être CNRS TRL 1, 2, 3, INRIA 2, 3, 4. Après vous avez Institut Mines Télécom et les écoles d'ingénieurs, on est là en fait, on est 3, 4, 5. Vous n'êtes pas là pour faire de la recherche, vous êtes là pour faire du 3, 4, 5. Et quand vous allez rentrer en entreprise, vous ferez du 6, 7, 8. Ceux qui sont intéressés que par les histoires de commerce, ils feront que du 9. Enfin, l'apparence du 9. D'accord? Pensez à ça parce qu'en fait, c'est à la sortie de l'école, c'est en fait ça. En fait, c'est vous êtes plutôt câblé pour être sur du, voilà, sur du 4, 5, 4, 5, 6. Vous êtes au milieu là. Donc, soit vous montez plus haut sur la réalisation des produits et la vente, soit vous restez plus bas et vous faites de la recherche. En tous les cas, la mise sur le marché, je vous dis, c'est innovation, même avec des temps qui s'accélèrent, on reste quand même à une dizaine d'années, quoi. Okay. Donc voilà, alors quelques pubs sur ce que moi je fais quand même, parce que tout ça j'ai fait ça pour avoir des étudiants en thèse dans 2-3 ans, donc je suis en train de les motiver, tu vois. Bon, moi je suis intéressé par, bon, j'accompagne le succès du WikiHI parce que je suis obligé, du fait de la FIA et de N-Sigma et tout ça. Développement massif, déploiement massif de systèmes d'IA, bon ça c'est aspect Lego, aspect Monroe. Bon, je fais partie de ceux qui parlent de Ethics by Design. Je fais partie des gens qui défendent une certification effectivement des systèmes d'IA. Grosso modo, si vous voulez, vous avez la législation qui est différente d'un pays à un autre, qui est différente d'un continent à un autre. Et puis après, il y a les valeurs morales. C'est là où, de toute façon, on n'a pas la même morale que les Américains et que les Japonais. Donc quand on vous parle d'éthique et que les GAFA essayent de faire l'internationalisation, la standardisation internationale de c'est quoi l'éthique, c'est comme il y a 30 ans, ils avaient essayé de standardiser au niveau ISO, c'était quoi la connaissance. Donc il y avait un grand débat international entre chercheurs en disant « Hey les Américains, là, vous voulez normaliser c'est quoi une connaissance ?» Donc on leur a tapé sur les doigts, ils ont arrêté. Bon, sur l'éthique, ils se tapent tout seuls sur les doigts, donc tout va bien. Culture, religion, intégration, connexionique, connectivisme, je vous l'ai dit, malgré tous les efforts que je fais pour aller régulièrement en Chine, au Japon et tout, je n'ai pas encore trouvé la recette miracle pour mélanger les réseaux de neurones et les systèmes multi-agents, mais ça viendra. Ça viendra parce que, effectivement, il y a 20 ans, moi je traitais de systèmes multi-agents avec une centaine d'agents. Il y a 10 ans, je traitais 10 000 agents. Donc 10 000 systèmes d'IA. Actuellement, je traite des applications avec 1 million d'agents. Et ce qui m'intéresse, c'est dans 10 ans, qu'est-ce que je peux résoudre avec 100 millions d'agents que je ne peux pas résoudre avec 1 million d'agents maintenant. J'ai quelques idées, mais je ne peux pas vous les dire. Mais donc, ce sera peut-être dans le marché sur le marché dans 25 ans. Donc, c'est du temps long, tout ça. Voilà, et actuellement, bon, Ethics by Design, représentation utilisateur, ça c'est un truc que j'essaye de vendre à tout le monde. C'est que depuis que je suis sorti de l'N-CIMAG, on représente l'utilisateur avec les mêmes modèles. Alors, soit on était des génies déjà il y a 30 ans, ce dont je doute, soit avec le changement de tout ce qu'on a depuis, ça mériterait que les modèles utilisateurs soient changés. Nouveau modèle de communication, alors ça, je veux juste vous faire un petit aparté. Il y a 2 ans, c'est terminé une thèse sous ma co-direction au Danemark. J'ai fait, avec mon étudiant, on a fait la première modélisation agent de la grenouille. Expérimentation, c'était les coassements à la saison des amours. Jusqu'à moi et mes étudiants, en fait, les grenouilles ont toujours été modélisées par les gens des sciences de la vie avec des statistiques. Oui, ils mettent du deep learning sur les grenouilles. Manque de bol, les grenouilles, il y a 400 espèces. On n'a pas forcément toutes les données. Et les données de coassement de grenouilles dans les mares, quand tout le monde coasse, ça fait un signal multiplexé qui est vraiment pas sympathique en entrée. Donc, on ne trouve rien à la sortie. Donc, nous, on a dit non,
On dit la grenouille, c'est un agent. Et c'est la saison des amours, donc il y a des velléités cachées. Et donc, il y a des messages. Et il y a des choses assez fascinantes. Les biologistes estiment que dans tout ce cohessement, en fait, quand l'accord a été fait entre le mâle et la femelle, qui les uns et les autres ne bougent pas, mais c'est un peu comme dans West Side Story. Il y a un tunnel qui se crée et ils continuent à discuter dans tout le brouhaha. Ben ça, vous regardez en informatique, on ne sait pas faire. On sait envoyer du point à point, on sait faire du broadcast, mais alors discuter à deux dans un hall de gare, ouais, on sait le faire entre êtres humains, mais les ordinateurs, ils ne savent pas faire ça. Donc là, il y a peut-être des choses à trouver. Agent groupe, ça c'est, je vous ai dit tout à l'heure, on est très centré individu dans l'Ouest. À l'Est, ils sont très centrés société. Et ce serait peut-être pas mal de revisiter un peu tout ce que nous on fait centré individu et de voir qu'est-ce que ça donne si on remplace l'individu par un groupe. Exemple, TripAdvisor, vous connaissez probablement. TripAdvisor, c'est un système 1 à 1. En réalité, quand vous allez au restaurant, bon, sauf moi quand je suis en mission, je suis tout seul, mais en général, quand on va au restaurant, c'est pas tout seul. Et donc, on choisit à deux ou à plusieurs un restaurant. Donc, c'est un groupe qui choisit un restaurant. Et quand on poste une évaluation, c'est toujours une personne qui le met, mais il le met plus ou moins au nom d'un groupe. D'accord? Donc, et peut-être dans le groupe, tout le monde n'a pas pensé à la même chose du restaurant, quoi. Voilà, mais TripAdvisor, il ne permet pas de faire ça. TripAdvisor, c'est la logique américaine, one-to-one, mobile phones, personal computers, autonomous soldiers. Voilà. Et puis alors, le Graal, alors Scalability, je vous ai parlé de mes 100 millions d'agents. Alors le Graal, alors moi j'en parle depuis 5 ans, mais ça fait beaucoup le buzz maintenant côté deep learning. Les chercheurs en apprentissage profond, 40% de la population des chercheurs en apprentissage profond, je parle des chercheurs, hein, même pas des utilisateurs. Parce que les utilisateurs, ils ne savent pas comment ça marche, mais il y a beaucoup d'industriels qui font des produits, ils ne savent pas comment ça marche. Ouais, ils s'en foutent, hein, en fait. Bon. Pour un chercheur, c'est plus grave. Disons qu'en apprentissage profond, il y a 40% des chercheurs en apprentissage profond qui reconnaissent, qui ne comprennent pas pourquoi ça marche. Alors là, on est en train d'atteindre la limite, si vous voulez, de la finitude humaine. C'est on crée des choses qui nous dépassent. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont faire des choses qu'on n'avait pas prévues. Ça veut juste dire qu'on ne comprend pas comment ils arrivent à le faire. Donc, il y a cette histoire d'explicabilité qui est de se dire, à la fois parce qu'on aimerait progresser et pas mourir idiot, mais aussi parce que avec cette logique des TRL qui fait que les produits qui sont mis sur les marchés ne sont pas entièrement débuggés, en fait, on aimerait bien à un moment donné que les systèmes qu'on développe nous disent ben voilà, j'ai pris ça et ça comme décision parce que ça ou ça ou ça. Donc en fait, qui nous expliquent leurs décisions. Donc ils expliquent ça à l'utilisateur pour peut-être une meilleure acceptation, des histoires de confiance. Parce que c'est sûr que si vous avez un robot automatique, vous avez un robot automatique qui fait le ménage. Si c'est un robot pour prendre soin de la grand-mère, peut-être que vous avez besoin d'avoir confiance, quoi. Donc si en plus il vous explique pourquoi il fait les choses, c'est intéressant. Voilà, et actuellement je suis sur des histoires de drones et d'énergie. Bon, voilà. En tous les cas, merci. Alors merci à NCMag. Donc, je vous rappelle à Grenoble, le temple de l'IA, c'est vraiment l'NCMag. C'est-à-dire que c'est de là qu'est sorti Colmer Hour. C'est là que Jean-Claude Latombe a fait toutes ces... Voilà, à une époque où à l'UJF, il y avait très peu de personnes qui s'intéressaient à l'IA. Il y avait Bizarre, qui faisait des algorithmes l'algorithmique un peu intelligente. Je remercie le CNRS, en plus que je suis filmé, pour depuis 35 ans m'accompagner dans mes rêves. Je remercie les N-Sigma, la Junior, Nathan, son équipe. Je leur souhaite bonne chance, qu'ils s'amusent autant que je me suis amusé.
Et je vous remercie d'être venu m'écouter. Et